Bonjour Robert Berger. Bonjour. Après 3 semaines de confinement, toujours beaucoup de décès, autour de 500, 400-500, 12 000 personnes depuis le début de la pandémie. Mais hier, il y a eu plus de sorties que d'entrées en réanimation. Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que c'est la preuve que le confinement, qui va encore être prolongé, eh bien, commence à produire ses effets? C'est la preuve que le confinement est la seule solution efficace qui existe par rapport à cette pandémie. C'est la démonstration aussi que les Français respectent le confinement et qu'on doit tous continuer à le respecter, aussi compliqué, voire même douloureux. Cela peut-il être d'être loin de nos proches, de nos familles, de nos amis, mais c'est vraiment la seule solution pour venir à bout de la pandémie. On l'a vu avec d'autres pays qui parfois ont déconfiné peut-être un peu tôt et qui derrière ont demandé à leur population d'être à nouveau confinée. Donc il faut vraiment qu'on maintienne ce cap collectivement pour se protéger soi-même, mais surtout protéger les autres, protéger les plus vulnérables. Alors, le confinement, ça marche. En revanche, à première vue, la gestion de la crise par le gouvernement, eh bien, ça marche moins bien. Et en tout cas, c'est très critiqué par les Français. Ils sont très sévères dans un jugement, dans un sondage de l'IFOP. 81% pensent que le gouvernement a caché certaines informations et 70% qu'il a tardé à réagir ou qu'il n'a pas donné tous les moyens nécessaires au personnel, aux professionnels de santé. Vous en pensez quoi? C'est accablant, non? Il y a deux choses très différentes dans ce que vous venez de dire. D'abord, il y a ceux qui pensent peut-être qu'on a menti aux Français. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans une démocratie. Je crois qu'il n'y a aucun pays comme le nôtre qui a accepté de faire de manière quotidienne un point sur à la fois le nombre de personnes admises en réanimation, le nombre de décès. On comptabilise évidemment aussi malheureusement les décès en EHPAD. Donc il y a une totale transparence et je pense que c'est ça qui est attendu de nous. Mais il y a aussi, vous le savez, malheureusement dans cette crise, beaucoup de fausses informations, de théories complotistes. Il y a un sondage récent qui disait qu'un quart des Français, par exemple, pensaient que le virus avait été inventé en laboratoire. Donc vous voyez, il y a aussi cela qui se joue pendant cette crise. C'est la crise aussi, malheureusement, de cette confiance et de ce que le politique, le scientifique aussi peut dire, puisque même la parole scientifique est parfois remise en question. Donc il y a une totale transparence et une totale vérité qui est due aux Français et qui a toujours été portée. Après, j'entends évidemment les critiques sur la gestion, mais vous savez, les mêmes qui nous disaient il y a quelques semaines que l'on en faisait trop, je pense même à certains, parfois médecins, qui sont pourtant très régulièrement sur des plateaux de télévision, ont été les mêmes 2 semaines, parfois après seulement, à nous dire qu'on n'en faisait pas assez. En vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'on est face à une pandémie mondiale à laquelle aucun État n'avait été préparé au regard de l'ampleur de cette pandémie, des pénuries mondiales que ça a créées. Et on le voit bien aussi, parfois des conflits scientifiques qui ont pu exister. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on protège d'abord nos soignants, qu'on protège les Français et qu'on voit que progressivement le confinement porte ses fruits. Oui, il y a quand même eu, notamment sur les masques, de vraies controverses quand le gouvernement a semblé minimiser l'intérêt du port du masque. C'est notamment le cas pour les EHPAD. Il y a eu 3000 morts dans les EHPAD. Est-ce que le gouvernement n'a pas tardé? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé sur la nécessité absolue des masques? La question des EHPAD, elle a été prise au sérieux extrêmement tôt puisqu'on a dû prendre une décision qui était une décision très douloureuse à prendre, qui était l'interdiction que les familles puissent se rendre en EHPAD. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas prendre le risque que des personnes qui étaient porteuses, qui parfois ne le savaient pas, eh bien, embarquent avec elles le virus et viennent contaminer des personnes dont on sait qu'elles sont extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables dans nos EHPAD. Ensuite, évidemment, il faut protéger celles et ceux qui travaillent dans les EHPAD, le personnel soignant en priorité, et c'est la priorité absolue évidemment. Olivier Véran, ministre de la Santé, a aussi annoncé des dépistages massifs dans les EHPAD. Et puis, les choses sont faites au cas par cas pour essayer d'isoler aussi les personnes. Mais vous savez, les EHPAD, c'est une situation qui est aussi très, très douloureuse pour le personnel lui-même, pour les personnes qui y sont, pour les familles qui y sont éloignées. Donc, c'est un arbitrage très compliqué. Vous savez, quand vous dites aux familles que vous ne pouvez pas vous rendre pour voir vos parents ou vos grands-parents, vous ne le faites pas de gaieté de cœur, mais parce que malheureusement, c'est la seule solution
pour tenter d'empêcher l'épidémie d'entrer. On a bien compris. Alors les masques, question simple, faut-il généraliser et rendre obligatoire le port des masques? Il y a un certain nombre de personnalités, de médecins qui le demandent. Le maire de Sceaux l'avait fait, sa décision a été suspendue par la justice. Alors est-ce que le gouvernement doit rendre obligatoire le port du masque? Le gouvernement doit prendre une décision basée sur un conseil scientifique en la matière. Si vous voulez, moi, je suis parlementaire, j'ai pas fait d'études scientifiques et c'est pas moi qui sais vous dire si la généralisation est efficace. Ce que je sais vous dire, c'est que aujourd'hui, face à ce qui a été pendant longtemps une pénurie mondiale, la France, elle sait fabriquer aujourd'hui chaque semaine 8 millions de masques et elle sait aussi importer évidemment avec des ponts aériens des masques, 1 milliard de masques étalés sur plusieurs semaines. Et donc, il faut établir des priorités. Et c'est ça la vérité qu'on doit aux Français, c'est que face à une pénurie mondiale, il faut établir d'abord des priorités. La priorité, elle a d'abord été de protéger le personnel soignant qui travaille dans les hôpitaux, qui travaille en médecine de ville, qui intervient à domicile, qui intervient dans les EHPAD. Et puis, en progressivement protéger aussi ceux qui nous permettent de continuer à vivre, ceux qui continuent à travailler pour garantir évidemment leur sécurité sanitaire, celle des forces de l'ordre, etc. Donc c'est comme ça aussi que les choses se sont régulées. Quant à la généralisation, si le Conseil scientifique, si l'Organisation mondiale de la santé recommande cette généralisation, alors il faudra généraliser. C'est notamment une option dans le cadre du déconfinement progressif, justement pour pouvoir progressivement retourner à la normale et éviter qu'il y ait un nouveau risque de reprise de l'épidémie. Emmanuel Macron, hier, est allé rencontrer à Marseille le professeur Didier Raoult. On sait qu'il y a une vive controverse autour de l'hydroxychloroquine. Est-ce que c'est une reconnaissance du président envers Didier Raoult et ses méthodes ? Le président de la République s'est d'abord rendu au Kremlin-Bicêtre. Il s'y est rendu avec le président du Conseil scientifique d'ailleurs. Et dans le cadre de cette même journée, il s'est rendu à Marseille. Il a rencontré le professeur Raoult. Je crois que c'est important surtout de rappeler qu'il y a des tests qui sont en cours, justement des essais qui sont en cours, ce qu'on appelle les essais Discovery, justement pour déterminer si l'une des solutions préconisées par le professeur Raoult peut être efficace. Vous savez, 10 ans après la controverse qui avait existé parce que Roselyne Bachelot avait juste mis en place un principe de précaution, tout le monde aujourd'hui salue la décision qui avait été la sienne de prudence, de précaution. Et je crois qu'il faut la même chose en matière évidemment de traitement qui pourrait être administré aux Français. Il faut un principe de précaution. Et ce principe de précaution, c'est de dire qu'il faut d'abord des essais cliniques avant de pouvoir généraliser un traitement. Sinon, vous seriez les premiers, et je pense que les Français seraient les premiers à dire que nous ne sommes pas à la hauteur si tout d'un coup nous recommanderions un traitement alors même que les essais n'étaient pas terminés. Le déconfinement qui devrait être progressif et la question du tracking, ce qu'on appelle le traçage, le suivi numérique. Vous faites partie des députés qui semblent très réticents, voire hostiles à cette pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce que le tracking tel qu'il a été organisé dans d'autres pays, notamment asiatiques, au-delà du fait qu'il n'a pas été forcément efficace, par exemple Singapour qui a été très loin dans le traçage, dans le tracking de la population, et bien finalement a dû reconfiner sa population parce que ce n'était pas suffisamment efficace, mais aussi parce que en termes de principe, c'est aussi une atteinte à notre vie privée, à la manière avec laquelle on souhaite se déplacer, qui on souhaite rencontrer. Ce qui est certain, c'est que la France jamais ne cédera à la tentation du tracking. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui envisagé, puisqu'il est uniquement envisagé à ce stade de faire un test sur une application qui ne serait en aucun cas une application de tracking. On ne viendrait pas. Ça vous irait alors ? Moi, j'attends de voir ce que donne l'essai. Ce qui est certain, c'est que je fais partie de ceux, et on est très nombreux, parce que c'est un peu le travail aussi du Parlement, que de vérifier justement si nos libertés publiques sont bien respectées. Je fais partie de ceux qui seront très attentifs à ce que la vie privée des Français ne soit en aucun cas, qu'il n'y ait pas de brèche en tout cas dans notre vie privée, qu'il n'y ait pas d'atteinte à notre vie privée, parce que je sais que évidemment en période de crise, que ce soit pour lutter ici contre le risque d'attentat ou ici pour lutter contre une crise sanitaire, on est toujours prêt à accepter
de rogner sur une part de nos libertés publiques. Mais je crois que le rôle des parlementaires, c'est justement d'être des garde-fous par rapport à ça. Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, a dit qu'il fallait attendre avant de prévoir des voyages. Est-ce que ça veut dire que le confinement risque de durer durant tout l'été et que les Français ne pourront pas aller, par exemple, sur les plages ? En vérité, aujourd'hui, personne ne sait vous répondre à cette question-là, puisqu'on sait que le déconfinement va être très progressif et que le déconfinement ne sera pas et ne pourra pas être un retour immédiat à la normale, à nos habitudes d'avant la pandémie, pour des risques évidemment sanitaires et de promiscuité. Donc, j'espère évidemment que les Français pourront se sentir libres de pouvoir à nouveau voyager, se retrouver en famille, se retrouver dans des lieux aussi plus collectifs. Mais tout ça, ça dépendra de la situation sanitaire de la France, mais aussi des pays qui entourent la France. Annonce une récession terrible, la plus importante depuis 1929. Le gouvernement a revalorisé son plan d'urgence, 100 milliards. L'Europe annonce 500 milliards. D'une part, est-ce que c'est à la hauteur cette fois-ci? Et deuxièmement, comment on va rembourser tout ça? Vous l'avez dit vous-même, on va faire face, et pas uniquement la France, au niveau mondial, à la pire récession que nous avons eu à connaître. Et donc, face à ça, nous, notre vigilance absolue, c'est à la fois de tout faire pour éviter les risques de faillite multiples de nos entreprises, quelle que soit leur taille, et puis aussi de protéger l'emploi. C'est ce qu'on a fait notamment avec la mise en place du chômage partiel. Aujourd'hui, c'est 20 milliards d'euros dans notre pays qui sont consacrés au chômage partiel de manière à éviter une vague de licenciements économiques qui aurait été extrêmement violente. Aux États-Unis, en quelques semaines à peine, ce sont 10 millions de personnes qui se sont retrouvées immédiatement au chômage et pas du tout dans les mêmes conditions que la France. Et je crois qu'il faut être à la hauteur à la fois pendant cette période de confinement et puis tout de suite aussi envisager l'après-crise, comment on va être en capacité d'avoir un rebond ou d'avoir une relance justement de l'économie. D'un mot, Aurore Bergé, intervention d'Emmanuel Macron lundi soir, qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Et justement, je crois qu'il faut continuer à avoir ce discours de vérité. Je crois que c'est ça l'exigence des Français, c'est de ne pas se payer de mots et de dire concrètement quelle est la situation sanitaire de notre pays, à quoi on doit s'attendre pour les semaines qui viennent et les mois qui viennent, notamment face à cette crise qui est aujourd'hui une crise sanitaire et qui pourrait être une crise économique extrêmement grave, et comment la France et l'Europe doivent réagir face à ça. Je crois que la réponse hier européenne a enfin été à la hauteur. Merci Aurore Bergé, Merci bonne journée, bon week-end confiné, comme tous les Français. Comme tous les Français.